Chers amis, bonjour. Eh bien, nous voilà partis avec un guide peu commun, l'écrivain Robert Louis Stevenson. Et effectivement, on connaît aujourd'hui ce fameux chemin de Stevenson, un chemin de randonnée, qui a été évidemment organisé il y a quelques décennies seulement. Et d'ailleurs, il faut préciser qu'il n'est pas exactement sur le tracé de Stevenson, qui a emprunté des routes qui sont aujourd'hui parfois des nationales ou des départementales, mais globalement, eh bien, on est à peu près sur ces traces, et c'est vrai que c'est un parcours fascinant. Dans une région finalement très mal connue, on peut presque parler en effet de dépaysement, parce que cette région isolée, cette région qui a subi des événements dramatiques, avec en particulier la guerre des Camisards, eh bien, cette région a conservé une authenticité, une personnalité, des traditions qui sont fascinantes. Et puis, ce sont des paysages, ce sont des réserves naturelles. C'est un ensemble absolument hors du commun que cette région, ce chemin et les merveilles, les joyaux que l'on peut découvrir. Alors, on va se laisser porter par Stevenson, mais d'abord, voyons un petit peu ce que notre guide a pu faire pour arriver en France en 1878, comme ça, avec cette idée curieuse de prendre le train, de débarquer au Puy et de se rendre au Monastier et de là partir pour ce périple qui va le mener jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Et ensuite, il repartira en diligence pour Alès et s'en retournera. Robert Louis Stevenson, on le connaît tous, hein, mais oui, c'est même, je dirais, un des écrivains de notre enfance, L'île au trésor. Ou pour les adultes, beaucoup plus pour les adultes, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Eh bien, d'abord, il s'appelait pas Robert Louis, mais Robert Levis Balfour Stevenson. Il a francisé son nom par la suite et il est né en 1850, le 13 novembre, à Édimbourg, une famille très religieuse. Sa mère, qui s'appelait Margaret, était la fille d'un pasteur, le révérend Lewis Balfour. Son père, calviniste lui aussi, et ça c'est important, on va voir, parce que c'est vraiment un fil rouge du périple de Stevenson. Même si à ce moment-là, il n'est plus véritablement pratiquant, il est imprégné de cette culture calviniste d'Écosse. C'est les presbytériens dont on va parler. Et alors, son père était un ingénieur, de même d'ailleurs que ses deux frères. Donc, le père est assez célèbre puisqu'il s'est occupé de phares, entre autres. Robert Louis Stevenson, Robert Lewis encore, est fils unique, de santé fragile, et sa mère aussi d'ailleurs, ce qui fait que c'est sa nourrice, qui s'appelait Alice Cunningham, qui va le faire rêver, et le faire rêver avec des récits extraordinaires. Dans ses nuits enfiévrées de cauchemars, cette Alice Cunningham, Cummy, comme il l'appelait, lui lit des contes avec des fantômes, des récits d'aventure. Et c'était déjà la mode en Angleterre du récit d'aventure. Vous aviez une revue qui s'appelait Castle Illustrated Family Paper, qui passionnait le public anglais. Et puis, sa nourrice lui parle aussi de cette histoire tumultueuse du protestantisme calviniste, des presbytériens écossais, ce qu'on appelait les covenantaires, et des guerres civiles qui avaient touché l'Écosse au XVIIe siècle. Et il écrira lui-même, vous voyez, un petit Écossais entend beaucoup parler de naufrages, de récits meurtriers, de déferlantes sans pitié de grands phares, ainsi que de montagnes couvertes de bruyères, de clans sauvages et de covenantaires pourchassés. On est là véritablement dans cet univers de Stevenson. Un mot d'ailleurs sur les presbytériens écossais. Vous savez que c'est un collaborateur de Jean Calvin qui s'appelait John Knox, qui avait fondé l'église calviniste écossaise qu'on appellera presbytérienne. À la même époque, c'est les puritains en Angleterre. Donc les presbytériens, c'est en Écosse. Et en France, c'est ceux qu'on appelle les huguenots, justement. Ceux sur lesquels Stevenson va se lancer, sur les traces desquels il va donc marcher dans les Cévennes. Et
Cette église n'a pas d'hiérarchie, église presbytérienne qui est organisée en consistoire, communauté de fidèles. Covenantaire, ça vient de convention, alliance, vous voyez, en écossais. Et finalement, donc, eh bien, c'est véritablement une église qui s'organise elle-même, comme d'ailleurs en France, on avait ces églises dressées, ces communautés qui s'étaient organisées. Alors, vers 14 ans, donc, il lit Walter Scott, se passionne pour des histoires de pirates, et effectivement, on retrouvera plusieurs fois cet attrait pour les pirates qui le mène à l'île au trésor, naturellement. Mais alors qu'il est tout jeune, là, vous voyez plusieurs photos, il écrit une pièce de théâtre, un premier roman, et son premier roman, c'est Le soulèvement covenantaire presbytérien écossais de 1666. Puis il lance un magazine, une revue. Mais pour ce qui est de la vie professionnelle, eh ben, il se tâte. Son père a fait pression sur lui, donc il a commencé en 1867, alors qu'il a 17 ans, des études d'ingénieur. Il est doué, mais finalement, bon, il travaille peu, il mène la vie de bohème. Il abandonne ensuite et s'inscrit en droit, devient avocat en 1875. Vous le voyez dans sa robe d'avocat de 1875. Il ne plaidera jamais. Et il est fasciné par les voyages. Et il commence les voyages dès cette époque-là. Surtout, un point très important, il aime la culture française. Et là, un des points clés, justement, c'est les œuvres qu'il avait lues d'Alexandre Dumas, les aventures, Victor Hugo, Balzac, mais aussi George Sand. Et on insistera beaucoup sur George Sand. Vous savez, George Sand, c'est la première ethnologue, en quelque sorte, en France. Celle qui va s'intéresser aux campagnes berrichonnes, qui voyage, qui va même en Auvergne. Et à un moment, Stevenson sera sur les traces de George Sand. Il connaît ses romans, elle a écrit dans la région Le Marquis de Villemer. Donc, vous voyez ici George Sand photographié en 1864 par Nadar. Et Stevenson est en France, là, en 1876-77, vous voyez le portrait là. C'est à ce moment-là qu'il transforme son prénom, Robert Lewis, Robert Louis, on peut l'appeler désormais Robert Louis Stevenson. Alors, un premier récit de voyage important, c'est un périple qu'il fait sur les rivières du Nord. Vous voyez les beaux frontispices des premières éditions, c'est le frontispice, donc 1878, par Walter Crane. On voit là un faune sur les bords de la rivière et deux canoës. Ces deux canoës, eh bien, c'est l'Aréthuse et la Cigarette, les deux canoës de Stevenson lui-même et d'un ami, Walter Simpson. Ils vont faire un périple en partant de la Belgique et en allant en France. Donc, ils partent d'Anvers, atteignent Pontoise en suivant les rivières et les canaux. Donc, c'est en 1876 qu'il fait ce périple original sur les rivières. Et donc, il publie 2 ans après, au moment justement où il va se lancer sur les routes des Cévennes. Mais auparavant, il convient de parler de sa rencontre qui a changé tellement sa vie. Sa rencontre qui a fait scandale dans sa famille, il faut bien le dire. Et pourtant, mais ça a été un couple tout à fait uni, mais qui n'était pas évident du tout au départ. Il rencontre en effet Fanny Osborne. C'est une Américaine, Fanny. Elle est séparée de son mari, a 2 enfants et 10 ans de plus que Stevenson. Vous voyez la plaque qui commémore l'endroit où Stevenson a rencontré Fanny, c'est à Grèze, donc près de Barbizon. Fanny s'est perfectionnée pour la peinture à Barbizon. Donc vous savez que Barbizon avait été le grand centre de peintres où les peintres se rendaient, ce qu'on a appelé l'école de Barbizon. Il n'y a pas une école, mais il y a des peintres qui se retrouvent là, changent d'ailleurs, et eh bien, c'est dans ces circonstances que les futurs époux vont se rencontrer. Mais à ce moment-là, c'est une affaire bien difficile. La famille de Stevenson, vous l'aurez compris, une famille bien religieuse, est absolument scandalisée. Quoi, une femme mariée, 10 ans de plus, 2 enfants, mais mon Dieu, comment est-ce possible? Et évidemment, on lui interdit de la fréquenter.
Fanny doit repartir en Californie en 1878 pour divorcer de son mari. Elle est déjà séparée. Et le père de Stevenson menace de lui couper les vifs, donc il n'a pas l'argent pour la suivre aux États-Unis, tout simplement. Donc, triste, chagriné, il a 28 ans, il va entreprendre ce périple dans les Cévennes et il va en tirer un livre, vous voyez là le frontispice de Walter Crane, Voyage avec un âne dans les Cévennes, qui paraîtra l'année plus tard, en 1879, chez l'éditeur Kegan Paul, Travels with a Donkey, Voyage avec un âne. C'est ce voyage, évidemment, qui va nous intéresser. Ce voyage, donc, le père avait finalement un petit peu émis quelques critiques sur le roman, mais en même temps, il est très fier. Hein. Il trouve que c'est très réussi, puis il dira il s'y rencontre 3 ou 4 mentions irrespectueuses du nom de Dieu qui me choquent et doivent en choquer bien d'autres. L'autre défaut, c'est l'abus, à mon avis, des descriptions. S'il y avait une grande diversité de paysages, l'objection n'aurait pas été justifiée. Mais du fait que le paysage est généralement partout le même, ça se discute, hein, je crois qu'on aurait pu en omettre une bonne partie. Dans l'ensemble, cependant, c'est un livre de voyage très réussi. Il s'est très bien vendu et les critiques ont été élogieuses. On est là 4 ans, en 1879, avant la publication de Treasure Island, de l'île au trésor. Alors, après ce voyage, sur lequel évidemment nous allons consacrer l'essentiel de notre temps, je voudrais quand même vous parler de la suite de la carrière de Stevenson. Donc, avant 79, il part rejoindre Fanny Osborne en Californie. Donc, il a débarqué à New York, il va vivre chichement, écrire des articles pour des gazettes locales, hein, et il travaille à une nouvelle, Le Pavillon sur la Lande, Pavillon dans les dunes, dont vous voyez d'ailleurs ici la couverture, plus tardive. C'est une édition du début du XXe siècle, 1911. Et son livre sera publié en 1880, plus tard. En 79, eh bien, il lit avec passion dans The San Francisco Call une expérience. Deux navires partent à la recherche d'un trésor pirate. C'est une information, hein, c'est pas un roman, mais donc cette affaire de trésor pirate a certainement chatouillé son imagination. En 1880, il est malade, il manque de mourir d'une pneumonie, c'est Fanny qui va véritablement l'assister, qui va le sauver, on peut dire, le soigner avec tout son cœur et toutes ses forces durant 6 semaines. Et après, ben, ils vont se marier. Il l'épouse, en effet, Fanny a divorcé, donc à San Francisco, et la lune de miel est assez extraordinaire. Elle se déroule à Calistoga, en Californie, dans une mine d'argent désaffectée, avec d'ailleurs le fils de Fanny, Lloyd. Alors, évidemment, il a romancé sa lune de miel, mais on la connaît dans Les Squatters de Silverado, qui est publié en 1883. Vous voyez d'ailleurs des illustrations, et il squatte, il s'installe, on voit à droite, dans le camp minier de Silverado. De retour, ils vont voyager en Écosse, en Angleterre, en Suisse, en France. C'est ces années 1880-87 et le célèbre roman Treasure Island, l'île au trésor, qui va d'abord être feuilletonné entre 1880 et 82. Vous savez, le feuilleton, à ce moment-là, c'est aussi le mode de publication à la mode qu'a utilisé Balzac, George Sand, hein, et ça permet d'avoir un lectorat captif. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, on publie beaucoup plus facilement que quelques décennies plus tôt, puisque les techniques ont permis, avec les rotatives, d'éditer avec beaucoup plus de rapidité. Et le livre sort intégralement en 1883. En 1883 et 84, ils sont à Hyères, le chalet en plus, un nom magnifique, Solitude, et là, Stevenson nous dit « Heureux, je le fus une fois et ce fut à Hyères. Je réside près du paradis. » Vous voyez ici la couverture de l'édition américaine de 1911 de l'île au trésor, qui nous a tous fait rêver d'ailleurs. En 1887, il part aux États-Unis après la mort de son père et il est une célébrité. Il a publié en effet en 86 L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, immense succès. Déjà, l'île au trésor l'avait fait connaître, mais là, c'est vraiment la gloire
Vous voyez ici des illustrations dans une édition new-yorkaise de 1904. Mr. Hyde piétine sauvagement une fillette. Les illustrations de Charles Raymond Macaulay. Et il passe l'hiver près de l'État de New York, à proximité du Canada, enfin dans l'État de New York, les monts Adirondacks. Et c'est la croisière, 1888, une croisière à bord d'un voilier. Il y a 6 hommes d'équipage, le voilier Casco, à la découverte de l'Océanie. Donc il y a Fanny, il y a Lloyd, le fils, il y a la mère Maggie, qui est récemment veuve, qui l'accompagne. Ils partent le 28 juillet 1888 et ils vont aller donc en Océanie, voir les îles Marquises, Tuamotu, Tahiti. Et puis, un séjour à Hawaï, ils repartent ensuite aux îles Samoa et en Australie. Et il s'est passé quelque chose aux Samoa pour différentes raisons. Il y a aussi un associé à ce moment-là, on va dire un ami plutôt, qui a des intérêts aux Samoa. Bon, en tout cas, eh bien, il va décider, ils vont, Fanny et Stevenson et Robert Louis, de s'installer début 1890 dans un domaine de Vailima qu'ils avaient acheté, il n'y avait rien. Hein. Vailima, ça se trouve près d'Apia, la capitale des îles Samoa. Et le couple fait construire une maison qui existe, là, vous voyez, les photos de la maison en 1892. Le climat est bon, mais la santé de Stevenson est toujours mauvaise, donc il a passé 4 ans simplement, puisqu'il meurt le 3 décembre 1894. Vous voyez la famille, les amis, ici, à Vailima, et la maison. On voit ici Robert Louis dans son étude, et à droite, la tombe de Stevenson sur le mont Vaea. Et en effet, eh bien, à sa mort, il est enterré face à la mer, surplombant Vailima. 400 Samoans se relaient. Il était très apprécié par les Samoans. On porte son cercueil au sommet du mont avec sa tombe, où l'on va faire figurer, on le voit là, sur cette photo ancienne, les vers de son poème Requiem qu'il avait composé ailleurs en 1884. Sous le vaste ciel étoilé, creuse la tombe et laisse-moi en paix. Heureux ai-je vécu, et heureux je suis mort, et me suis couché ici de mon plein gré. Voilà donc la fin de Robert Louis Stevenson. Et maintenant, nous allons revenir à son voyage dans les Cévennes. Donc, c'est vraiment des circonstances particulières. Il était mélancolique après le départ de Fanny, et c'est ainsi qu'il va décider d'aller s'installer dans une petite pension du monastier sur Gazeille, ça se trouve près du Puy. Pendant un mois, il va visiter les environs, puis il partira pour son périple. Donc, il avait prévu d'écrire d'abord sur le monastier et les environs. Il avait rédigé tout un texte qui devait être un premier chapitre, qui finalement il n'a pas intégré, et qui a été publié bien après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait lui-même 5 dessins. Vous voyez l'illustration ici, le panorama depuis le monastier, à droite. Son texte sera publié après sa mort en 1896 sous le nom A Mountain Town in France, donc une ville de montagne en France, un fragment par Robert Louis Stevenson avec 5 illustrations de la main de l'auteur, publié donc New York et Londres 1896. Vous voyez 2 illustrations, Châteauneuf, près de la Gazeille, de la rivière, et le château de Goudet. Et il raconte dans pris quelques extraits de ce livre désormais, puisqu'il constitue un livre, une ville, un village de montagne en France. Il dit « J'étais rapidement devenu une figure populaire et j'étais connu à des kilomètres à la ronde dans le pays. Les habitants étaient remplis de curiosité pour l'Angleterre, sa langue, sa religion, la tenue vestimentaire des femmes, et il n'était jamais fatigué de voir la tête de la reine sur les timbres postes anglais ou de chercher des mots français dans les journaux anglais. La reine, c'était Victoria à l'époque, que vous voyez à droite. La langue en particulier les a remplis de surprises. Et Stevenson a des anecdotes avec de l'humour, bien sûr, vous allez voir. On m'a demandé un jour, parle-t-il le patois en Angleterre? Et quand je leur ai dit non, alors, français, ont-ils dit. Non, non, et je dis pas français. Alors, conclut-il, il parle patois. Ben oui.
Soit on parle français, soit on parle patois, hein. Vous devez évidemment parler français ou patois, parler de la force de la logique, la voilà dans toute sa faiblesse, ajoute Stevenson. C'est assez drôle et en même temps, ça montre bien l'isolement quand même de la région, qui finalement ignore tout sur l'Angleterre. Et alors, il raconte aussi, et c'est pour revenir à l'importance de George Sand, vous voyez encore son portrait par Nadar en 1860 dans une belle collection du musée d'Orsay. À Lawson, George Sand a passé une journée alors qu'elle rassemblait du matériel, des éléments, pour le marquis de Villemer. Et j'ai parlé avec un vieil homme qui était alors un enfant, qui courait dans la cuisine de l'auberge et qui se souvient encore d'elle avec une sorte de révérence. Il semble qu'il ait parlé français imparfaitement. C'est pour cette raison que George Sand le choisissait comme compagnon, et chaque fois qu'il laissait échapper une phrase pittoresque en patois, elle le faisait répéter encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit gravée dans sa mémoire. Comme je vous le disais, une véritable ethnologue des campagnes françaises. Elle était venue en 1859, et Stevenson vient donc 19 ans plus tard. Et il y a encore le souvenir de George Sand qui préparait le marquis de Villemer. L'hiver est rude là-bas. Et voyez d'ailleurs un de ces clochers de tourmente qu'on trouve plutôt dans le mont Lozère, mais qui servait à guider les voyageurs. Ce n'est pas des clochers d'église, hein, c'est lié à des maisons. Clochers de tourmente, eh bien, on sonnait la cloche pendant les tempêtes, les neiges où on ne voyait rien, et les voyageurs pouvaient se guider grâce au son. C'est dire combien c'était difficile. Et il nous dit toujours dans cet ouvrage, l'hiver dans ces hautes terres est une période dangereuse et mélancolique. Les maisons sont enneigées, les passants se perdent dans une rafale de grêle autour de leur propre foyer. Aucun homme ne s'aventure à l'extérieur sans viande et sans bouteille de vin, qu'il remplit à chaque magasin de vin. Ah, le vin, ça aide à tenir, hein. Et même ainsi équipé, il prend la route avec la terreur. Toute la journée, la famille est assise autour du feu dans un taudis sans air, sans travail ni distraction. Oui, la vie était très rude dans ces campagnes, c'est clair. Alors, pourquoi donc fait-il ce voyage dans les Cévennes, ces motivations? Eh bien, il y en a plusieurs. Il y a la méditation sentimentale, on l'a vu, Fanny est toujours dans son esprit. Et il dit d'ailleurs, il écrit avant de publier le livre, mais de retour, à un cousin, Bob, et il lui dit que finalement, dans le livre, il y a des déclarations d'amour pour sa bien-aimée. Et par exemple, un extrait dans le livre de Stevenson, alors désormais, on va parler du voyage, non pas d'une ville de montagne du Monastier, mais du voyage avec un âne dans les Cévennes. Vous voyez, il a été réédité en livre de poche, c'est extrêmement agréable et intéressant à lire. Et il nous dit dans le chapitre Une nuit dans la Pinerie, et pourtant, alors même que je m'exaltais dans ma solitude, je pris conscience d'un manque singulier. Je souhaitais une compagne qui s'allongerait près de moi au clair des étoiles, silencieuse et immobile, mais dont la main ne cesserait de toucher la mienne. Et vivre à la belle étoile avec la femme qu'on aime et de toutes les vies la plus totale et la plus libre. Et puis alors, on a la dimension spirituelle et religieuse. S'il a choisi cette région, c'est à cause, on va dire, des Camisards, de cette histoire tellement parallèle pour lui à celle des covenantaires écossais et de la guerre de 1666, voyez. Et effectivement, donc la région était ravagée finalement par le même type de guerre. Donc ça s'explique tout à fait, ce choix, c'est presque initiatique sur ces traces des Huguenots cévenols. Il les appelle les covenantaires du Midi et il lui rappelle ses lectures, les lectures aussi de Quemis à Norris. Et son manuel, son guide, son livre de chevet, c'est Le Voyage du pèlerin de John Bunyan. C'est un roman allégorique très populaire. Il y en a un autre aussi dont je vous parlerai après, Napoléon Péra, Les pasteurs du désert. Mais Le Voyage du pèlerin, c'est un classique. Il a été publié en 1678 par John Bunyan. C'est un roman allégorique, une sorte de guide spirituel. Le pèlerin traverse les épreuves, fait des rencontres qui le mènent à la cité de la destruction, la terre, jusque à la cité céleste, le paradis. Et à maintes reprises, Stevenson cite Bunyan. Dans sa préface, il dit « Mais nous sommes tous des voyageurs dans ce que John Bunyan nomme le désert de ce monde.
vous voyez d'ailleurs une illustration, Christian lourdement chargé fuit son foyer en quête de la cité céleste, illustration de la fin du 19e siècle du roman de John Bunyan. Alors, autre chose, le voyage de découverte de la campagne française. Effectivement, il y a cette admiration pour George Sand qui était venu à 3 reprises dans la région, et son séjour de 1859 lui avait inspiré ce qu'on a appelé la trilogie auvergnate, c'est-à-dire Jean de la Roche, La Ville Noire et le marquis de Villemer. Et elle fait des descriptions de la campagne, de ses mœurs, au moment justement où cette campagne est en train de se transformer et commence, on va dire, à être bouleversée par l'arrivée du chemin de fer, par exemple. George Sand avait bien compris que ce Berry, finalement, était en train de disparaître. Ce Berry qui, depuis des temps immuables, avait très peu évolué, finalement. Et cette industrialisation, ce monde moderne, à partir du milieu du 19e siècle, allait chambouler complètement ces campagnes dont elle tente de fixer la mémoire. Et c'est aussi avec le même esprit que Stevenson voyage. Et puis, bien sûr, Stevenson aime l'aventure. Ces aventures dont il parle dans ses romans, eh bien, c'est l'aventure dans ce périple. Au cœur d'un Gévaudan sauvage, il campe à tâtons dans un bois obscur, dans la nuit épaisse et froide. Il s'est fait conduire par l'homme de Fouzillac, dont on va reparler. Et puis, il veut rencontrer les habitants, il a le goût de l'échange. Il rencontre tout le monde, les villageois, les aubergistes, les bergers, les ouvriers du chemin de fer aussi, les trappistes de Notre-Dame-des-Neiges et les protestants cévenols. Ces rencontres pittoresques vont jalonner son récit. Et puis, c'est un précurseur de la randonnée, indéniablement. Et il le dit, je vous cite là dans son chapitre Chélar et Luc, ils étaient équipés avant de partir avec une attention toute particulière. Et il dit, quant à moi, je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher. Je voyage pour le plaisir de voyager. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près les nécessités, les embarras de la vie, de quitter le nid douillet de la civilisation, de sentir sous mes pieds le granit terrestre et les silex éparses avec leurs coupons. Vous voyez, donc, véritablement, c'est très important. On va reparler de Notre-Dame-des-Neiges, Laurent, oui. Non, elle ne fermera pas. Elle est sauvée, semble-t-il, d'après mes dernières nouvelles. Mais bon, je vais y revenir tout à l'heure. On va y passer à Notre-Dame-des-Neiges, bien sûr. Et donc, eh bien, on va voir dans la publication tous ces aspects. Alors, avant de partir du monastère, Stevenson s'équipe. C'est un périple de 220 km environ qu'il va faire, qui durera 12 jours. Ces 12 jours, eh bien, nous arrêterons jour par jour sur ce qu'il a fait. Mais auparavant, il s'est rendu au Puy. Alors, on pourrait penser qu'il s'est intéressé au Puy, finalement, assez peu. C'est une ville dont il dit qu'elle lui rappelle Édimbourg. Bon, la parenté n'est pas évidente. Remarquez, il y a des pentes des deux côtés. Et surtout, bon, c'est une ville. Il cherche les campagnes. Mais au Puy, il prend de l'équipement. Il se fait même confectionner un sac de couchage sur mesure. Et il fera l'acquisition de Modestine. On va y revenir une petite ânesse avant de partir du monastier et rejoindre Saint-Jean-du-Gard. Vous voyez ici ce périple sur une carte ancienne d'une édition de Travels, with a donkey, voyage avec un âne, mis dans les Cévennes dans l'édition française. Alors voilà, le Puy, finalement, Stevenson n'a pas été sensible au charme du Puy. Peut-être aussi que le Puy, je ne vais pas développer, de toute façon, vous trouverez dans le livre dont je vous parlerai à la fin, vous trouverez évidemment des photos, des récits et évidemment des éléments historiques sur chacun des lieux, ce qu'on ne peut pas faire ici, on n'a pas assez de temps naturellement. Mais la visite du Puy est incontournable, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le chemin de grande randonnée, le GR70, part du Puy naturellement, et il faut visiter le Puy. Le Puy, c'est une ville sainte, véritablement. C'est une ville autour du culte marial, pour différentes raisons d'ailleurs. C'est une ville aussi où vous avez le premier pèlerin, l'évêque Godescalc, au Xe siècle, celui qui construit Saint-Michel-d'Aiguilles, qu'on verra,
et qui va donc, premier pèlerin de Saint-Jacques, Godescalc, un de ses évêques, qui a façonné le puits, mais on en a eu d'autres après, et qui ont développé ce culte marial. Et vous voyez que même symboliquement, la ville est dominée par une statue, Notre-Dame du Puy, qui a été faite d'ailleurs avec des canons donnés par Napoléon III, puisque c'est une statue de fonte, les canons russes pris pendant la guerre de Crimée, donc dans les années 1854-56, eh bien, ces canons ont fini dans cette immense statue du rocher qui domine la cathédrale, que vous voyez en dessous, et la ville du Puy. Or, évidemment, on ne va pas visiter le Puy dans ce contexte, mais on peut jeter un œil à la magnifique cathédrale, construction qui a été faite en plusieurs phases dans le courant fin 11e, 12e siècle. Vous voyez ici les voûtes, elle a été construite en tranches avec cet accès des pèlerins qui était si extraordinaire parce que en haut d'un grand escalier, on passait ensuite sous la nef et on débouchait presque au niveau de la statue de Notre-Dame du Puy, qui était évidemment une de ces vierges noires, insignes pour les pèlerins. Très beau cloître qui est assez, on va dire, restreint dans l'espace. La chapelle qui donne sur le cloître, qui a été transformée en chapelle des morts avec la peinture du XIIe siècle. Ou bien Saint-Michel d'Aiguille, toujours au Puy, vous voyez, qui est perché sur un rocher. C'est extraordinaire, comme site, vraiment extraordinaire, avec des peintures à l'intérieur de plusieurs époques qui s'étalent entre le XIe et le XIIIe siècle. Et puis vous avez ici la porte, et vous voyez ces arcs polylobés qui nous montrent sans doute des influences venues de la péninsule ibérique. Bien, maintenant partons pour le chemin de Stevenson. Vous voyez ici la partie en velay. Donc, Stevenson est parti du monastier, mais vous voyez qu'aujourd'hui, on va à Bouzolles, il y a un très très beau château sur le chemin, et on fait 19 km jusqu'au monastier. Et Bouzolles, vous voyez, un très très beau château. Ce château de Bouzolles, eh bien, il est absolument emblématique. C'est une des plus belles forteresses du Velay. Et il est juché sur une cheminée, vous savez, volcanique, un bec. C'est d'ailleurs aussi les cheminées qu'on voit dans la ville du Puy. Le Velay est un terrain volcanique, comme d'ailleurs l'Auvergne, alors que les Cévennes sont un terrain calcaire. Donc il y a vraiment un changement qui se fait au niveau du mont Lozère. Et donc, on a un petit village d'Arsac au-dessous et des seigneurs de Bouzolles attestés très tôt au XIe siècle comme vassaux de l'évêque du Puy. Et puis, XIVe siècle, c'était un fief des comtes de Beaufort, vicomte de Turenne, célèbre famille parce qu'elle a donné 2 papes d'Avignon, mes compatriotes limousins, Clément VI et Grégoire XI. Et il a été bien conservé, comme vous voyez, bon, ensuite restauré au XVe, XVIe, on voit là les tourelles. En tout cas, il est absolument impressionnant, majestueux, et donc, il a aussi des terrasses et domine la Loire. Beaucoup de rivières passent dans la région. La Loire, vous savez qu'elle vient du mont Gerbier-des-Joncs. Mais on a aussi l'Allier, on a beaucoup de rivières importantes qui prennent leur source dans la région. Alors, voici le monastier. Le monastier, le point de départ de Stevenson, qui avait d'ailleurs une très prestigieuse abbaye qui a développé le bourg. Donc, c'est un bourg monastique. Il y a des légendes sur l'origine, peut-être Saint-Calmin. Saint-Calmin, vous savez, c'est un noble gallo-romain au Moyen-Âge qui aurait fondé un ermitage. Et Saint-Calmin, ses reliques, sa chasse, on peut encore la voir, elle se trouve à Mozac. Mozac, c'est évidemment tout près de Clermont-Ferrand. Alors, vous voyez ici le paysage montagneux, village de montagne, et voilà Saint-Chafre, donc très belle église, l'abbatiale,
bâtiments monastiques sont perdus, mais l'abbatiale, c'est un des plus beaux monuments du Velay, fin 11e et début 12e siècle, avec, vous voyez, ces parements polychromes. Et vous voyez aussi la nef. Bien sûr, il y a eu un tremblement de terre, c'est ce qui vous explique que les parties hautes ont été refaites. Entre parenthèses, il y a un des plus anciens orgues de France, de 1518. Et puis, vous avez le célèbre château des abbés, qui a été reconstruit après un incendie en 1525 par l'abbé de Saint-Chafre, qui s'appelait Charles de Sénectaire. Ça a été caserne, prison, école, puis a été restauré. Il y a d'ailleurs des musées, il y a 3 musées, dont un au château, au Monastier. Alors Stevenson au Monastier, eh bien, il a séjourné donc près d'un mois, et il décrit le Monastier. Le Monastier se dresse sur le flanc d'une colline au-dessus de la rivière Gazeille, ça s'appelle d'ailleurs le Monastier sur Gazeille, parce qu'il y a un monastier et un autre village qui s'appelle Monastier dans la région, à une quinzaine de kilomètres du puits, sur une route escarpée où les loups poursuivent parfois la diligence en hiver. La route, qui est à destination du Vivarais, traverse la ville d'un bout à l'autre en une seule rue étroite. Là, vous pouvez voir la fontaine où les femmes remplissent leurs pichets. Il y a aussi quelques vieilles maisons avec des portes sculptées, des frontons ainsi que des ornements en fer. Car Monastier, comme Maybole dans l'Ayrshire, était une sorte de capitale de campagne où l'aristocratie locale avait sa résidence durant l'hiver. Il y avait un certain baron, encore vivant, me dit-on, extrêmement pénitent, qui a trouvé les moyens de se ruiner en vivant en haut dans ce village, sur les collines. Il prétend être considéré comme le dépensier le plus remarquable qui ait jamais existé. La façon dont il s'y est pris, dans un endroit où il n'y a rien de luxueux à vendre et où la planche de la meilleure auberge ne revient qu'à 1 shilling par jour, est un problème pour les sages. Le Monastier est fameux, dit-il, la première page du Voyage avec un âne, par la fabrication des dentelles, par l'ivrognerie, par la liberté des propos et les dissensions politiques sans égales. Il y a dans cette bourgade les tenants des 4 partis qui divisent la France, déjà à l'époque, légitimistes, orléanistes, impérialistes, donc bonapartistes, et républicains. Et tous se haïssent, détestent, dénigrent et calomnient réciproquement les uns les autres. C'est une vraie Pologne montagnarde. Au milieu de cette Babylone, je me suis vu comme un point de ralliement. Chacun avait à cœur d'être aimable et utile pour un étranger. Alors, pour porter son équipement de randonneur, il va devoir trouver une aide. On va la voir. Au passage, vous voyez ici le mont Mézinc, qu'on voit à l'est du Monastier. On l'aperçoit parfois, sa silhouette. C'est la limite entre la Haute-Loire et l'Ardèche. Il a 2 sommets à 1744 et 1753 mètres d'altitude. Il est d'origine volcanique. Il y a une pierre d'ailleurs qui résonne là, qu'on appelle la phonolite. Il a une flore exceptionnelle. Bon, je n'en parlerai pas dans ce cadre, vous trouverez aussi des éléments dans le livre, mais c'est vrai que ce sont aussi des espaces naturels préservés. Alors, Modestine, eh bien oui, il faut pour porter l'équipement de randonneur une bête de somme, et donc une chétive ânesse, pas beaucoup plus grosse qu'un chien, de la couleur d'une souris, avec un regard plein de bonté. Évidemment, il n'y a plus de photos de Modestine, elle n'a jamais été photographiée, on aurait pu remarquer à l'époque, mais la pauvrette est tombée dans l'anonymat. C'est lui qui lui a donné d'ailleurs ce nom de Modestine. Il l'achète pour 65 francs et un verre d'eau de vie à un vieillard du Monastier et la nomme Modestine car elle est sans vanité. Mais finalement, eh bien, notre écrivain va découvrir que ça ne s'improvise pas d'être un ânier, de conduire un âne. Elle est lente, entêtée, et il se plaint qu'elle l'entraîne au gré de son humeur sur des chemins inattendus. Le premier jour, il se laisse balader. Modestine, dit-il, possédée du démon, jeta au gré de son humeur sur des chemins inattendus. Jeta au gré de son humeur, je n'y vois plus rien moi. Modestine, possédée du démon, jeta son dévolu sur un chemin de traverse et refusa positivement de le quitter. Elle tentait de pénétrer dans toute maison ou courette, nous dit Stevenson. Donc il s'énerve, il va la frapper, mais culpabilise. Le coup
le bruit des coups que je lui ai administrés m'écœurait, parce qu'il y a un paysan qui lui a conseillé, il lui a dit, ben, il faut la battre, ton ânesse, sinon elle avancera pas. Alors lui, il essaye. Bon, c'est un citadin qui est au contact avec une ânesse. Donc ça, du coup, il s'énerve, prend l'animal en grippe, et donc finalement aussi le bas est mal fixé, donc tout son chargement dégringole à plusieurs reprises. Les paysans lui donnent des conseils, sa technique s'améliore, et finalement, quand il va se séparer d'elle au terme de son périple, il dit qu'il y est très attaché, il va pleurer. Et il dit même, le père Adam pleura quand il me la vendit au monastier, je fus tenté de faire de même. Et comme je me trouvais seul avec le conducteur du coche, il avait pris la diligence pour Alès, il l'avait laissé à Saint-Jean-du-Gard, je n'hésitais pas à céder à mon émotion. Alors, il va passer à Saint-Martin-de-Fugères. Aujourd'hui, il y a 230 habitants. Pour vous donner une idée de la dépopulation, ça aussi c'est un thème vraiment important. Vous savez combien il y avait d'habitants à l'époque de Stevenson? 1100. Et aujourd'hui, 230. La population a réduit dans des proportions, sauf quelques villes, mais des proportions vraiment très très fortes. Et Stevenson passe là devant cette église Saint-Martin au moment de la messe dominicale. Et il nous raconte, et pour nous c'est presque exotique, voilà ce qu'il nous dit. L'église débordait de fidèles jusque sur le seuil. Il y avait des gens agenouillés au dehors sur les marches, et le bruit du plein chant du prêtre m'arriva de l'intérieur obscur. C'est cette église de la Nativité de la Sainte Vierge qui remonte au XIIe siècle, mais vous voyez qu'elle a été remaniée, on voit bien avec la façade au XVe, XVIe siècle, le chez-mur d'ailleurs, qui sont très habituels dans la région. Et à côté, vous voyez le château de Beaufort, qui contrôlait vraiment un point de passage stratégique. Il est en ruine, mais magnifique ruine, sur un piton rocheux abrupt. D'ailleurs, il a joué un grand rôle pendant la guerre de Cent Ans. C'est aussi cela, avec les guerres de religion, qui en a causé la ruine. Alors, cette première journée de Stevenson, donc, il passe à Saint-Martin-de-Fugères, il arrive le soir au bûcher. Mouvementé, évidemment, on l'a vu avec Modestine, il s'échine à la faire avancer. Ah oui, j'oubliais aussi, à un moment, elle va courtiser un baudet. Alors là, ça aide pas non plus. Hein. Et donc, c'est grâce au paysan qui lui a dit qu'il fallait prendre une baguette et la rosser. Finalement, de gros efforts qui font que, eh bien, il va arriver au bûcher Saint-Nicolas. Et il passe la nuit au bûcher. Alors, on va aller vers le bûcher que vous voyez là. Bûcher Saint-Nicolas, une auberge mémorable. Il nous raconte, la cuisine et les tables étaient contiguës, de sorte que Modestine et moi pouvions nous entendre dîner réciproquement. C'était un établissement en terre battue, et il ajoute, quiconque a la fantaisie de faire sa toilette doit y procéder en public à la table commune. Le repas est assez frugal, mais une énorme truie se faufile sous la table des convives. Et puis finalement, il doit partager sa chambre avec un jeune couple et un enfant qui couchent tous les trois dans un lit adjacent. Bon, les aubergistes sont accueillants, cordiaux, mais pas habitués à ces conditions-là. Et il lui offre d'ailleurs aussi un aiguillon pour stimuler Modestine. Le petit démon pervers, qu'on avait pu mater par la bonté, devait obéir quand même à la piqûre. L'auberge, c'est l'auberge Bariol. Elle existe, mais c'est une habitation privée, donc elle n'accueille plus de voyageurs. Le bourg est pittoresque. Hein. L'église a été refaite en revanche, mais vous avez des maisons anciennes en pierre volcanique assez typiques. Et voyez le viaduc d'Arquejol. Et en effet, eh bien, à plusieurs reprises, il croise des ouvriers du chemin de fer. C'est le moment, c'est pas la première vague de chemin de fer, elle avait déjà eu lieu sous Louis-Philippe, et sous Napoléon III, il y avait eu un énorme développement. 1878, on est 8 ans après, on est sous la Troisième République, mais on essaye de faire justement toutes les lignes transversales. Et le viaduc d'Arquejol, c'est une ligne du Puy à Langogne. Et on va faire ce majestueux viaduc. À plusieurs reprises, on voit des viaducs. Stevenson croise ces viaducs, certains sont en construction. Et là, de toute façon, le viaduc était juste en projet. Il ne l'a pas vu, celui-là. Pourquoi? Parce que c'est en 1879, 18-19,
qu'on était en train de faire des travaux de repérage. Donc il a croisé des ouvriers au bûcher, mais qui étaient plutôt des techniciens. Le viaduc sera seulement construit en 1908. Donc vous voyez, on a pris le temps quand même, hein. Premières études en 1878, et on l'ouvre en service en 1912 pour finir par le neutraliser entre 1980 et 2010. Et puis le chemin nous conduit ensuite à Pradelles. Vous voyez, on découvre Pradelles, qui d'ailleurs a l'insigne honneur d'être un des plus beaux villages de France, effectivement. Vous voyez ici des maisons anciennes du XVIe siècle. On a un très riche patrimoine. C'était une ville, un bourg riche, fortifié, et une plaque tournante entre le Languedoc et l'Auvergne. C'est un peu la croisée du Velay, du Gévaudan, du Vivarais. En effet, on a les trois régions qui sont là. Alors précisons que le Velay correspond, c'est une région historique, plus ou moins au département de la Haute-Loire, hein, et la Lozère au Gévaudan. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance de ces petites régions historiques d'Ancien Régime, petites hein, véritablement, qui ont engendré des départements. Bon, il y a eu quelques modifications, on s'est battu d'ailleurs à Pradelles aussi pour savoir à quel département serait rattaché le bourg. En tous les cas, marchands pèlerins se retrouvaient à Pradelles, hein, et surtout passaient aussi la voie Régordane, dont je vais vous reparler, qui était une voie très importante, un chemin de pèlerin qu'on appelait chemin de Saint-Gilles, qui menait entre Saint-Gilles-du-Gard et le Puy-en-Velay, et dont une partie, finalement, correspond à l'itinéraire de Stevenson. Voilà quelques vues avec la fontaine qui était très importante puisqu'elle alimentait en eau. Vous aviez aussi les lavoirs, vous aviez les abreuvoirs. C'était des espaces de convivialité. On se retrouvait là pour puiser l'eau ou bien, effectivement, laver. Ces centres sont très importants. Et il y avait aussi, donc, bon, bien d'autres, comment dirais-je, bien d'autres endroits communautaires. C'était très important, ces endroits, donc lavoirs, abreuvoirs. Il y avait aussi l'Estrissou, ça c'est un nom local, qui servait pour ferrer, car on ferrait les bœufs, mais on le faisait soi-même, hein, donc avec des techniques différentes. Ce n'était pas le maréchal ferrant, mais on avait besoin d'immobiliser les animaux, et donc on avait ce qu'on appelle l'Estrissou. Et puis d'autres lieux. Et alors une institution originale de la région, bon, je n'en parlerai pas, de toute façon, pas mal de choses dans le livre sur la question, c'est les Béates, qui avaient été fondées, vous voyez, par la bienheureuse Anne-Marie Martel, qui était morte en 1673, qui était du Puy, d'une famille bourgeoise du Puy, et qui avait eu l'idée de faire une communauté, cette communauté, celle qu'on appellera les Béates, hein, familièrement. Ces béates, eh bien, vont dans les villages. Et dans les villages, elles vont tout faire. Elles vont éduquer, elles vont apprendre aux femmes à broder, car les broderies sont très importantes hein, dans toute la région. Elles sont d'ailleurs centralisées sur le Puy, mais on commandait dans les campagnes aussi. Il n'y avait pas que les brodeuses du Puy. Il y a d'ailleurs toute une tradition de broderie dont on pourrait parler aussi. Et du coup, eh bien, les brodeuses se rassemblaient dans la maison de la Béate, ce qu'on appelle les maisons d'assemblée, qui servaient donc pour sociabilité, des lieux de sociabilité. Les femmes brodaient ensemble, discutaient lors de ce qu'on appelait les couviges. Les couviges, c'était des assemblées. Et donc, il y a ces maisons de Béate, il y en a pas mal qui subsistent. Et vous voyez la dernière Béate, ces Béates donc étaient, on peut dire, à partir du 19e siècle en déclin. Pourquoi? Parce qu'il y a l'école, évidemment, l'école publique. Dès Louis-Philippe, d'ailleurs, qui avait fait beaucoup pour l'école publique à l'époque de Victor Duruy, mais ensuite, ça a continué, Napoléon III, et surtout, bien sûr, Jules Ferry, de sorte que la dernière Béate est morte au début du XXe siècle. Mais c'est évidemment quelque chose de tout à fait particulier à la région, ces petites maisons, et elles ont un clocher, et il y a un oratoire, mais ce n'est pas une église. Donc, parfois, il y a une église aussi, mais du coup, dans les petits hameaux,
Eh bien, ça joue aussi pratiquement un rôle pour se retrouver, pour prier aussi le dimanche, et la cloche sert à signaler ces événements importants, rassemblés. Voilà ici un intérieur de maison de Béate un peu reconstitué. Il y en a plusieurs qui sont ouvertes à la visite. Voilà et finalement, entre le boucher, Saint-Nicolas et Pradelles, Stevenson et Modestine, lors de leur deuxième journée, ont croisé une cavalcade de dames à califourchon, un couple de facteurs ruraux, un fringant poulain, et puis étaient arrivés en vue de Pradelles, situé, je cite, au flanc d'un coteau dominant l'Allier, entouré d'opulentes prairies. Je me trouvais maintenant à la lisière du Velay et tout ce que j'apercevais était situé dans une autre région, le Gévaudan sauvage, montagneux, inculte, déboisé de fraîche date par crainte des loups. Et effectivement, de Pradelles, il passe à Langogne. Vous voyez Langogne, Langogne, c'est déjà en Gévaudan. Et tout près, vous avez le grand lac de Nossac. Le Gévaudan, c'est l'histoire de la bête du Gévaudan, naturellement, qu'on attend tous. Et cette histoire, eh bien, se déroule justement dans cette région, vous voyez, autour de Langogne. Vous voyez Prades aussi qui figure sur la carte. Vous avez Prades en haut et puis en bas à droite, Langogne. Et dans toute cette région, c'est là qu'ont eu lieu la majorité des attaques, même s'il y en a eu d'autres ailleurs. Oui, c'est une histoire très curieuse, hein, cette histoire qui est d'ailleurs finalement aussi une histoire qui a enflammé la presse, y compris étrangère, en plein XVIIIe siècle, hein. Un de ces mystères qui a passionné un lectorat, qui a oublié d'ailleurs ensuite très rapidement. Donc, ce Gévaudan, j'en profite pour vous dire qu'il était vraiment très faiblement peuplé. Comme le dit d'ailleurs Stevenson, c'est une région sauvage et depuis l'exode rural a diminué depuis l'époque de Stevenson d'environ un tiers les habitants du Velay, mais le Gévaudan de la moitié, hein. Donc vous avez en Haute-Loire le département qui est, je dirais, un peu plus étendu que l'ancien Velay. Il y a Brioude qui a été rattaché. Il y a 228 000 habitants pour 4 977 km². Il y en avait 315 000 à l'époque de Stevenson. Et en Lozère, il y a 76 604 habitants pour 5 167 mètres carrés. C'est-à-dire que c'est plus grand que le Velay, que la Haute-Loire, mais la Lozère, l'ancien Gévaudan, vous voyez, a 3 fois moins d'habitants que la Haute-Loire. C'est le département le moins peuplé de France, avec Mende pour préfecture, 12 320 habitants, et puis vous avez des villes, des bourgs, Saint-Chély-d'Appier et Marvejols. Il y a une population de 15 habitants au kilomètre carré. Et ça, c'était important parce que déjà, quand Stevenson y était passé, il y avait 140 000 habitants, c'est-à-dire le double, hein, des 76 et quelques d'aujourd'hui, et il trouvait déjà que c'était désert. Et donc, c'est peut-être aussi ce qui explique dans cette région qu'on ait pu avoir cette histoire de loup. Ce département de la Lozère était composé d'ailleurs aussi de régions. C'est-à-dire qu'au nord, la région de Langogne, c'est la Margeride. C'est un plateau granitique avec des rochers, des forêts, des landes. Mais à l'ouest, vous avez l'Aubrac, qui en fait partie, qui est un plateau de basalte qui se prolonge vers Cantal et l'Aveyron. Au sud-ouest, les Causses, c'est des calcaires, assez arides d'ailleurs, avec le Tarn qui fait un véritable canyon, les gorges du Tarn. Et puis les Cévennes au sud-est, où nous allons continuer, hein. Ces Cévennes, donc, c'est des granites, des schistes accidentés, et qui se prolongent d'ailleurs en Ardèche, mais aussi dans le Gard et l'Hérault, avec le Mont Lozère. Voilà à peu près ce cadre. Alors, revenons à la bête du Gévaudan. C'est en 1764 qu'une vachère près de Langogne est attaquée par une bête. Elle est défendue par ses bœufs et elle va se sauver. Mais à la fin du mois de juin, Jeanne Boulet, 14 ans, est tuée dans un village près de Langogne, un hameau. Première victime connue de la bête. Durant l'été, une demi-douzaine de cas. Et c'est un journaliste qui va faire connaître la chose. Il s'appelle François Morenas, journaliste au Courrier d'Avignon. Il cherche des sujets vendeurs. Il y avait eu la guerre de 7 ans en 1763 qui s'était
terminé, il fallait donc trouver autre chose, ça sera la bête du Gévaudan. Et vous voyez comment un journaliste va finalement faire connaître, on dirait même monter en épingle. Donc le bruit se répand dans toute la France et les journaux internationaux vont publier des centaines d'articles sur le sujet, effectivement. Et la rumeur va prendre de l'ampleur. Donc qu'est-ce qu'est cette bête? On dira c'est un gladiateur rusé, gaillard et habile. On parle d'un regard diabolique, une rapidité stupéfiante, un lion de Némée, un sorcier résistant aux balles, un loup-garou. On organise des battues. Donc là aussi, vous avez plusieurs fois on aperçoit la bête. Cet animal est un monstre dont le père est un lion. Reste à savoir quelle en est la mère, dit un capitaine qui a fait une battue. Louis XV va s'en mêler. Il faut dire que entre début 1765, la bête s'en était prise à 7 enfants, entre 8 et 12 ans. Les enfants avaient été regroupés avec les troupeaux par sécurité. Et d'ailleurs, un des enfants qui s'appelait André Portefaix sauvera ses compagnons et les incite à se défendre avec des bâtons. Ils ont attaché des couteaux. La bête s'enfuit, donc, et Portefaix sera récompensé par Louis XV qui finance son éducation. Vous avez aussi une mère, Jeanne Jouve, qui arrache ses enfants à la gueule du monstre. Malheureusement, l'un succombe après. Elle aura une gratification royale. Et Louis XV s'en mêle. On voit Jean-Charles Vaumel d'Enval avec son fils pour traquer la bête. C'est un louvetier, il a 1200 loups à son actif, mais il échoue. Les attaques continuent véritablement. Et ensuite, eh bien, on va envoyer le grand louvetier de France, Monsieur Antoine, François Antoine, qu'on appelait Monsieur Antoine, porte-arquebuse, avec 6 autres bons tireurs, des chiens aguerris. Bon, Antoine dira que pour lui, la bête est un loup. Mais vous voyez tous les dessins qu'on fera d'ailleurs à ce moment-là. Il a du mal à la traquer. Pourquoi? À cause de la géographie. Géographie accidentée, avec des forêts, les battus se poursuivent, et puis c'est l'exploit. Et je reviens ici, vous voyez en bas, la pucelle du Gévaudan. Eh oui, pucelle du Gévaudan, c'est Marie-Jeanne Vallée, 20 ans, servante du curé de Pauliac, attaquée par la bête sur une passerelle, elle se défend, lui plante une lance dans le poitrail, l'animal tombe dans le cours d'eau et s'enfuit, mais il n'est pas tué. Monsieur Antoine fait une traque finalement en Auvergne, près de Saint-Julien-des-Chazes. La bête n'avait pas été signalée là, et il voit un énorme loup, le tire dans l'œil, continue à coups de crosse et au couteau, on l'achève. Le loup était énorme, il pesait 60 kilos à peu près, et on envoie la dépouille empaillée à Versailles. Monsieur Antoine mettra sur ses armes un loup expirant. Tout semble réglé, mais finalement les attaques reprennent. Donc, est-ce qu'il y a eu d'autres loups? On n'en sait rien. La bête est-elle encore en vie? Dans ces cas-là, c'est une bête diabolique. On l'a tuée, on l'a empaillée. Donc, c'en est une autre. On ne sait pas. Entre 65 et 67, une trentaine de victimes. À Versailles, on n'en parle plus trop parce que bon, c'est un échec. Et puis les journaux sont passés à d'autres sujets. Donc finalement, on va mettre des appâts empoisonnés, on va essayer, mais le marquis d'Apchier, en 67, mène une battue avec Jean Chastel, un chasseur de la région, et finalement, il va tuer, Jean Chastel, un gros animal d'un seul coup de feu. On porte la dépouille à la résidence du marquis, on l'examine, un chirurgien, un notaire, on va l'empailler, et on va donc ensuite l'expédier. Alors, vous voyez, ici, c'est le loup des Chazes, celui de Monsieur Antoine, qui avait été empaillé, mais on va l'empailler l'autre loup, plus sommairement, finalement, mais bon. On parle d'une fourrure blanche et grise, jamais observée sur un loup, donc un canidé inconnu. Buffon examine l'animal empaillé, ça a été mal empaillé, hein, ils avaient fait ça localement, donc il est déjà décomposé. Buffon dira c'est bien un loup, et puis surtout on l'enterre en vitesse parce qu'il pue. Mais la légende se continue. Hein. Est-ce que c'était une bête invulnérable? Voilà, un don d'ubiquité. Bon, finalement, on a même parlé d'un tueur en série. Vous savez, il y a eu ces hypothèses récentes qui utilisaient des animaux. Grimés peut-être aussi. Enfin bon. Finalement, peut-être un animal exotique, type hyène ou jeune lion.
mais le plus vraisemblable, c'est qu'il y avait plusieurs loups, tout simplement, hein. Vous savez, c'est tout à fait classique. Mais Stevenson est fasciné par cette histoire. Il dit, je vous le cite, le pays de la toujours mémorable bête, le Napoléon Bonaparte des loups dévorant femmes et enfants et bergerettes, célèbre pour leur beauté. Elle tint l'affiche comme un malfaiteur public et sa tête fut mise à prix. Allez, laissons là notre loup et on arrive à Langogne, donc. Et Langogne, qui est vraiment, comme je vous l'ai dit, aux confins des départements, Lozère, Ardèche, Haute-Loire, dans la vallée de l'Allier, à proximité de la Margeride. C'est un monastère, encore une fois, créé en 998 par le vicomte du Gévaudan. Ce monastère dépendait de Saint-Chaffre du Monastier et c'était un carrefour commercial et agricole qui a connu aussi la dureté des guerres de religion. Et on a la célèbre halle que vous voyez ici, qui, du XVIIIe siècle, qui a été restaurée en 1815. Elle avait été ravagée et abandonnée pendant la Révolution. Stevenson, à ce moment-là, va quitter Langogne et il va lui arriver des aventures. Ce troisième jour va tourner au cauchemar. Il voulait aller à Cheylard-l'Évêque en 4 heures et de multiples embûches l'attendent. Alors, il y a la pluie, la grêle, le vent, des pistes. Il cherche les pistes dans les landes, les bois, les marécages. Modestine aussi aggrave la situation. Et comme écrit Stevenson, la tendance des voyageurs égarés à tourner tout rond dans un cercle s'était développée en elle jusqu'à la rendre démente. Elle requit toute la capacité de gouverne que je conservais en moi pour la diriger à peu près en ligne droite dans un simple champ. Les autochtones refusent de répondre, se barricadent chez eux, indiquent sciemment une mauvaise direction, lui disent de suivre les vaches en se moquant de lui. Et alors il va dans le hameau de Fousillic. Et il y a 3 maisons à flanc de coteau, près d'un bois de bouleau. Et il dit que, donc, une divine surprise qui l'attend, la personne d'un vieillard qui prend la peine de l'accompagner un bout de chemin sous la pluie afin de me mettre en bonne voie sur la route de Cheylard. La nuit tombe, il se perd dans l'obscurité, il tâtonne, il arrive au abord d'un autre hameau qui s'appelle Fousillac. Donc il était parti de Fousillic à Fousillac. Mais là, il est à des mondes, dit-il, quant à l'esprit de ses habitants, des mondes plus loin que Fousillic, qui était accueillant. À Fousillac, personne ne lui ouvre, sauf un homme qui ne le fait pas entrer, mais appuyé sur le chambranle de la porte, dit « Je franchirai pas le seuil ». Et finalement, il ferme la porte et lui rit au nez. Donc, détestable un mot. Et à tâtons, il va trouver un bois et, je cite, campe à l'aveuglette dans la nuit épaisse. Il s'endort emmitouflé dans son sac de couchage qu'il avait fait faire. Il dit « J'avais cherché une aventure durant ma vie entière et me trouvais ainsi un beau matin par hasard à la corne d'un bois du Gévaudan, ignorant du nord comme du sud, aussi étranger à ce qui m'entourait que le premier homme sur terre, continent perdu, s'était trouvé réaliser une part de mes rêves quotidiens. » Mais oui. Alors bon, il arrivera quand même, évidemment, après sa nuit à la Belle Étoile, à trouver le réconfort à l'auberge du Cheylard. Et là, donc, on lui sert un bol de chocolat, une omelette, un petit déjeuner révigorant. Il dit « Je fus aimablement accueilli par ces braves gens. L'homme de Fousillac leur semblait un monstre d'iniquité. » Et il prit la route pour Luc, mon chemin traversait une des contrées les plus misérables du monde. C'est en quelque sorte en dessous même des Highlands d'Écosse empire, froide, aride, ignoble, pauvre en bois, pauvre en bruyère, pauvre en vie. Et il va aller à l'auberge de Luc. Donc vous voyez ici, place au château de Luc, qui était sur ce chemin de Rigordane, qui a gardé, il y avait ce beau château qui domine la vallée de l'Allier, hein. C'était une forteresse féodale imposante et qui avait été tenue par des grandes familles, les Randons, les Polignac. Il avait d'ailleurs résisté aux Anglais, aux routiers, et vous savez aussi que du Guesclin était mort à ce moment-là, pas très loin, à Châteauneuf-de-Randon. Le chemin de Rigordane. Je ne sais pas d'ailleurs d'où vient le nom de Rigordane. Il y a beaucoup d'hypothèses, mais on est là entre Pradelles et la Bastille de Puylaurens sur un tronçon commun avec le chemin de Stevenson. Et
on arrive à la Bastide Puylaurens. Euh, alors, je vais revenir un petit peu d'ailleurs sur, voilà, ici, vous voyez la Bastide Puylaurens, et ça se trouve, la Bastide Puylaurens, donc, euh, toujours là en dessous de Notre-Dame-des-Neiges, le long de l'Allier. Vous voyez d'ailleurs ici les photos anciennes, c'était deux lieux la Bastide et Puylaurens, c'est l'église Saint-Laurent du XIIe siècle. Mais auparavant, eh bien, vous voyez que Stevenson a fait un crochet à Notre-Dame des Neiges. Hein. Donc, il est passé au Cheylard, on l'a vu. Il a couché à Luc et il va aller à Notre-Dame des Neiges. La Bastide Puylaurens, c'est la fin du tronçon commun avec la voie Rigordane. L'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, c'est une fondation cistercienne, mais pas ancienne, c'est une fondation trappiste. Vous savez, la Trappe, c'était une congrégation réformée issue des cisterciens. Elle avait été fondée au XVIIe siècle, et vous connaissez cette figure de l'abbé de Rancé, dont la vie d'ailleurs a été écrite par Chateaubriand. Et donc l'abbé de Rancé avait fondé une congrégation réformée des cisterciens, très dure. D'ailleurs, la trappe, les trappistes avaient pour caractéristique aussi de ne pas parler du tout. Hein, on parle du silence. Hein. Et c'est des prêtres du diocèse de Viviers qui avaient acheté une ancienne grange cistercienne qui dépensait de l'abbaye des Chambons et qui avait été vendue comme bien national. Enfin, plus exactement, c'est le grand-père qui l'avait en 1791 acquise. Et les prêtres qui possédait cette grange, eh bien, souhaitait l'offrir à l'abbaye cistercienne Notre-Dame d'Aiguebelle, qui était donc une abbaye trappiste, c'est-à-dire qui dépendait de ce qu'on appelait la stricte observance. C'était le nom des trappistes, c'est-à-dire finalement au XVIIe siècle, retrouver l'observance des origines. Et en 1850, le jour de la fête de Notre-Dame-des-Neiges, 7 religieux, dans une charrette, étaient arrivés sur le site, tirés d'ailleurs par un unique cheval, dans l'ancienne grange, et là, ils avaient fondé une fille d'Aiguebelle qui était devenue une abbaye à part entière. C'était le mode d'essaimage des cisterciens depuis le Moyen-Âge. Hein. Et donc, l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, parce que c'était le jour de la fête de Notre-Dame-des-Neiges, donc rien à voir avec le fait que la région soit enneigée. Notre-Dame, c'est une dédicace tout à fait habituelle, et même, je dirais, systématique pour les monastères cisterciens, mais Notre-Dame-des-Neiges, c'est une allusion à un miracle qui avait eu lieu à Rome au IVe siècle, le tracé de future Sainte Marie majeure, donc, était apparue en neige sur le sol. Bon, c'est toute une histoire que je ne développerai pas là. Mais finalement, le nom vient de là. Alors, vous voyez, Charles de Foucauld, le père de Foucauld, qui a été canonisé il y a quelques jours, hein, enfin quelques semaines, et qui était vicomte Charles de Foucauld, qui était entré en 1890 comme moine à Notre-Dame-des-Neiges. Il avait pris l'habit, c'était frère Marie Albéric. Puis il était parti pour la trappe d'Akbès, qui était une fondation récente de Notre-Dame-des-Neiges, en Syrie, près d'Alexandrette. Et ensuite, il était revenu en 1900-1901, avait été ordonné prêtre par l'évêque de Viviers et avait célébré sa première messe dans l'oratoire de l'abbaye. L'abbaye qui développait des activités agricoles dans la tradition cistercienne, vous voyez les ânes de frère Étienne, vous voyez aussi les moines en train de récolter, c'est surtout la vinification en altitude, mais qui accueillait pèlerins et randonneurs aussi, jusqu'à 40 pèlerins. Et finalement, effectivement, les 8 moines qui restaient avaient décidé de quitter les lieux en septembre 2022, et donc ont fermé l'hôtellerie. Mais l'abbaye, vous voyez ici d'ailleurs l'expédition des vins de Metz, eh bien l'abbaye apparemment, d'après les nouvelles que j'ai vues toutes récentes, serait reprise par une autre communauté monastique. Mais bon, c'est encore sous réserve, parce qu'évidemment, c'était un souci qu'allaient devenir les bâtiments, et donc ça sera encore des moines finalement. Alors, arrêtons-nous quand même sur la description de Stevenson, encore
oh là, le temps passe, mon Dieu. Ah oui, il va falloir aller très vite. Mais bon, un protestant au monastère, il faut quand même s'arrêter là-dessus, hein. Et il dit: «J'ai rarement éprouvé plus d'angoisse sincère qu'en approchant de ce monastère Notre-Dame-des-Neiges. Est-ce d'avoir reçu une éducation protestante? Il croise un moine affable, le père Apollinaire. Le bon père me demanda si j'étais chrétien. Et quand il reconnut que je ne l'étais pas, ou du moins pas à sa façon, il glissa là-dessus avec une grande bonne volonté. Il est accueilli par un aimable père Michel qui lui offre de la liqueur. Frère Ambroise, un ancien Français expansif, puisqu'il a le droit de parler avec les étrangers, me conduisit dans une cellule. On lui fait visiter le monastère. Et il parle justement de la salle capitulaire, la bibliothèque, la tournée des ateliers, les frères qui pratiquent la boulangerie, fabriquent des roues de chariot, certains font même de la photographie. Et finalement, il parle d'une grande simplicité avec un romanesque et il dit que finalement, ce n'est pas les éléments spectaculaires de la liturgie catholique, donc il est touché finalement là. Et finalement, on lui demandera à ce moment-là, un prêtre, un ancien militaire, qui sont des autres, hein, ce n'est pas les moines, lui disent: «Vous devriez vous convertir, vous êtes venu ici, Dieu vous a conduit, vous devez profiter de l'occasion». Finalement, bon, il dit: «Prêtre et soldat», puisqu'il y avait un militaire et un prêtre, «formaient une meute acharnée à ma conversion». Sa 6e journée, il quitte Notre-Dame-des-Neiges pour aller à Chasseradès. Il va à l'auberge de Chasseradès où il rencontre les ouvriers employés aux études topographiques pour les voies ferrées. Vous voyez le lavoir, les lavoirs de Chasseradès, ça, ils sont exceptionnellement bien conservés aussi. On vit véritablement là cette, comment dirais-je, cette vie rurale, hein. Voilà le viaduc qui est tout près, le viaduc de Mirandole. C'est la ligne du Translozérien qu'on fait entre 1878 et 1902. Il y avait encore un train là, mais aujourd'hui, on fait du vélorail dessus. Le massif du Goulet qui va marquer le début des Cévennes, hein. Et c'est la 7e journée de Stevenson qui part à l'assaut du Goulet et qui prend des raccourcis. Il dit: «Ce fut l'occasion d'un sérieux conflit avec Modestine, elle ne voulait rien savoir de mon raccourci. Elle se retourna vis-à-vis de moi, marcha reculant, rua, et elle, que je m'imaginais muette, se mit à braire très fort d'une voix enrouée. Et finalement, la pente était raide, donc elle ne voulait pas. Plusieurs fois, il dit: ma bête, je suis à 2 doigts de me dégringoler sur la tête. Et puis finalement, au bout de son raccourci, il retrouve le chemin balisé, le sommet du Goulet, et il va rallier le Blémard. Et il campe dans la Pineraie. Et il dit: la nuit est un temps de mortelle monotonie sous un toit. En plein air, par contre, elle s'écoule, légère parmi les astres et la rosée et les parfums. Ce qui ressemble à une mort momentanée aux gens qui étouffent murs et rideaux n'est qu'un sommeil sans pesanteur et vivant pour qui dort en plein champ. La nuit entière, on peut entendre la nature respirer des souffles profonds et libres. Je n'avais pas souvent éprouvé plus sereine possession de moi-même. Je songeais que j'avais découvert une de ces vérités qui sont révélées aux sauvages et qui se dérobent aux économistes. Eh oui, ce campement dans la Pinède. Les Cévennes, voilà donc là, les Cévennes, eh bien, finalement, ce n'est pas une province, ce n'est pas une entité administrative, c'est un massif montagneux. C'est une part de la Lozère, avec justement le mont Lozère que vous voyez là, et aussi le reste, c'est le Gard, et un peu d'ailleurs au-delà. Il y a un sens large des Cévennes, et d'ailleurs, déjà, pour Stevenson, ça commençait bien avant. Il dit pratiquement, pour en parler au sens large, j'étais déjà dans les Cévennes, au Monastier, tout au long de mon voyage, mais il y a un sens strict et local de ce nom auquel seule cette région inextricable et touffue à mes pieds peut prétendre. Et c'est dans ce sens-là que les paysans emploient le terme. Donc, vous voyez, ça a toujours été un peu flou, mais c'est un géographe spéléologue, Édouard Alfred Martel, qui est mort en 1938, qui a vraiment défini la chaîne de montagnes qui va du mont Lozère au nord au mont Égual au sud, avec des sommets comme le mont Lozère, Fignels, vous voyez, qui sont sur la carte. Alors, le Blémard, on trouve la maison de notables dite Pétavin, par exemple, là, et puis le prieuré Saint-Jean de Blémard. Le Blémard que vous avez vu sur la carte, je n'ai vraiment plus le temps d'entrer dans les détails. Et voilà le mont Lozère qui se trouve
au nord des Cévennes. C'est vraiment là, je dirais, point culminant, le sommet de Finiel, c'est 1699 mètres d'altitude, un point de vue exceptionnel, on voit par temps clair jusqu'à la Méditerranée au sud et le plomb du Cantal au nord-ouest. Alors, on va s'arrêter sur ce parc national des Cévennes. C'est une immense zone protégée. Elle a été créée en 1970 et inscrite sur le patrimoine mondial UNESCO depuis 2011. Et j'ai pris le parti de vous montrer un très court petit film, justement, qui est fait par le parc national des Vallées Cévenols, et finalement, qui, je trouve, fait bien rêver. Donc, on va le voir rapidement, ça dure 3 minutes. Ouais, mon capitaine! Voilà. Ça donne, je crois, une assez bonne image des différents aspects, la nature, mais aussi l'histoire. Et vous avez vu à un moment, justement, les Camisards. C'est la terre des Camisards aussi. Pour Stevenson, donc, il arrive dans ce qu'il appelle les Cévennes par excellence. Il va faire l'ascension du pic de Finiel, voir les paysages, et surtout, il rappelle, il le dit, la terre des Camisards.
Dans ce labyrinthe inextricable de montagnes, une guerre de bandits, une guerre de bêtes féroces fit rage pendant 2 années entre le grand roi, Louis XIV, avec toutes les troupes et les maréchaux, et d'une part, et quelques milliers de montagnards protestants d'autre part. Il y a 180 ans, les Camisards tenaient un poste là même, sur les monts Lozère, où je suis. Et il dit, il s'enfonce dans un pays illustré par des événements pathétiques. Ce sont les Cévennes par excellence, les Cévennes des Cévennes. Puis il va aller vers Pont-de-Montvert, de sanglante mémoire, dit-il, car c'est ici que débute la guerre des Camisards. Voyez. Pont-de-Montvert, donc vous voyez le pont, d'ailleurs, là, qui a donné son nom. Et donc, c'est effectivement de là qu'est partie la révolte. Hein. On va y revenir rapidement, il faut que j'avance d'ailleurs. Vous voyez là le site qui est assez extraordinaire, encore une fois, et la vue aérienne de cette ville qui est vraiment marquée par le début de la révolte des Camisards. En effet, donc, il faut dire que les Cévennes avaient été évidemment une région par excellence de la réforme protestante. D'ailleurs, je peux vous montrer ici quelques éléments. Vous voyez, les guerres de religion avaient été très dures à ce moment-là. Et pourquoi finalement les Cévennes avaient été si, comment dirais-je, le protestantisme s'était répandu à ce point-là? C'était le protestantisme calviniste. Ceux qu'on appelle les Huguenots, ce sont des calvinistes. Et donc venus de Genève, et par le biais des marchands. Et les marchands qui animent, par exemple, remonter la culture de la soie à cet égard, car on avait de la culture de la soie dans la région, des mûriers, avec les bombix, dont les larves produisent la soie, les cocons, et bien du coup, a favorisé la diffusion de la réforme. Et la guerre a été très dure au XVIe siècle. Il y avait d'ailleurs un capitaine réformé, huguenot, qui s'appelait Thomas de Marle, et donc très tôt, il y a eu des églises organisées, des églises dressées hein, qui se trouvaient là. Et finalement, il faut dire aussi que l'alphabétisation était relativement développée. Il y avait des Bibles dans toutes les maisons. Et donc, ça a favorisé aussi l'accueil de la réforme. Les paysans étaient très sensibles aux idées nouvelles. Et il faut dire qu'ils étaient agriculteurs, bergers, producteurs, tisseurs de laine, en contact avec les marchands. C'est André Chanson qui a cette expression, la laine suinte l'hérésie. Et donc, on avait aussi un mode de vie individuel. Les familles étaient isolées là-bas. Donc, tout ça peut expliquer l'emprise de la réforme, ce qui fait qu'on a des villages entièrement réformés. Pont-de-Montvert était complètement passé à la réforme. C'est-à-dire que les églises catholiques vont être détruites à ce moment-là. Et donc, les guerres de religion étaient très, très dures. Il y a eu vraiment le capitaine Merle a fait les sacs de villes. Hein. Par exemple, à Malzieu, en Gévaudan, il va tuer 13 prêtres, rançonner les notables, piller Ambert et Issoire en Auvergne, assassine les moines. Ça a été très dur. Il attaque Bédouès aussi. Bédouès, qui était d'ailleurs tout près de là, vous voyez, la fondation, elle est à droite d'une collégiale par le pape Urbain V, un des papes d'Avignon au XIVe siècle. Il était né à gauche, on voit au château de Bédouès. Je n'ai plus le temps de développer, mais vous voyez donc là le Blémard, Pont-de-Montvert, et vous avez plus loin Bédouès. Alors, vous voyez, cette France protestante, eh bien, on a vraiment là les Cévennes qui sont marquées en violette, ainsi que le sud-ouest, la Navarre, bien sûr. Vous connaissez Henri de Navarre, le futur Henri IV. Et donc, bien, ça avait été très dur dans la région. Et puis, par la suite, l'édit de Nantes avait mis fin aux guerres de religion, mais Louis XIII, vous savez, avait remis en cause un certain nombre d'éléments politiques, les fameuses places de sûreté, par exemple, qui étaient tenues par les protestants. C'est d'ailleurs en ce sens qu'on a le siège de La Rochelle en 1628, et Richelieu, quand il était arrivé au pouvoir, avait soutenu cette politique, mais qui avait été lancée avant par Louis XIII. Hein. Par contre, la liberté religieuse sera garantie, donc il y aura une nouvelle guerre, une seconde guerre de religion dans la région, qui se traduit en 1629 par l'édit de grâce d'Alès qui fixe les nouvelles règles, liberté religieuse, dans une certaine mesure, mais on va dire aucun droit politique. Et ensuite, on a les Camisards.
Et les Camisards, c'est une autre histoire. C'est la révolte, la réforme de l'édit de Nantes, ce qu'on appelle l'édit de Fontainebleau en 1685. On va avoir des brimades, par exemple, dans les Cévennes, dès ces années-là, ont logé des militaires chez l'habitant, l'accueil forcé, qui était évidemment, qui coûtait, qui était dévastateur, ce qu'on appelait les dragonnades, vous savez, les dragons qui logeaient. Et vous aviez ces assemblées, les paysans continuaient, on va dire, malgré la réforme de l'édit de Nantes, à tenir des assemblées, vous voyez ici ces assemblées du désert, qui vont absolument fasciner Stevenson. La croix huguenote était un signe de ralliement, c'est un orfèvre, c'est la croix de Malte, hein, un orfèvre de Nîmes. Et à ce moment-là, donc, on a une répression féroce. On emprisonne, on déporte aux Amériques. L'intendant du Languedoc, qui s'appelait Nicolas de la Moignon de Baville, est véritablement extrêmement dur. Hein. Il y a 84 exécutions à la veille de la révolte des Camisards, qui va intervenir en 1702 par l'épisode justement du pont de Montvert. Vous aviez en effet des inspirés, des prophètes. Abraham Mazel, qui était un jeune de 25 ans, eh bien, a ces sortes de, comment dirais-je, de révélations, ce qu'on appelle les inspirés, avec des tremblements et des convulsions, entendent des messages divins. Plusieurs milliers de jeunes de 15 à 30 ans sont touchés, deviennent ce qu'on appelle les petits prophètes. Et Abraham Mazel, à ce moment-là, va être inspiré et une petite troupe se réunit dans le massif du Bougès et va dévaler vers Pont de Montvert pour libérer les protestants emprisonnés. Et à ce moment-là, l'abbé François du Chéla, qui était un missionnaire anti-protestant, eh bien, il voulait convertir les hérétiques en les persécutant brutalement, il était d'origine noble, et il va à ce moment-là être tué. Et de là, on va avoir 2 ans terribles de répression, 1702, 1704, puis jusqu'en 1710, ça va se prolonger. C'est la politique de la terre brûlée, le brûlement des Cévennes. Hein. Ça a été extrêmement dur. Et donc, il y a une série de coups de main des Camisards aussi qui brûlent des églises, tuent des prêtres, mais la répression est terrible. Cependant, par exemple, à Martina, vous avez Jean Cavalier qui était un chef Camisard, il mettra en déroute les troupes royales et donc on les remplacera, ces troupes, avec le maréchal de Villers qui remplacera Montrevel. Et là, ça sera évidemment le triomphe d'une armée infiniment plus puissante, mais n'empêche que la guérilla avait tenu en échec l'armée royale. Après, Villars négociera à Nîmes. Justement, il ne veut pas trop réprimer. Il a bien compris qu'il négocie avec Cavalier, qui pourra partir. Il y aura une amnistie générale, finalement. Donc, à part quelques-uns qui maintiendront le combat, dont Abraham Mazel, justement, qui sera exécuté non, pardon, qui meurt dans un combat près d'Uzès en 1710. Finalement, il y a eu à peu près 8 à 10 000 Camisards qui ont combattu, 2 000 sont morts au combat, 1 200 exécutés sommairement, ou après un procès, plus de 2 000 emprisonnés. Il faut attendre Louis XVI, vous savez, l'édit de Versailles de 1787, donc avant la Révolution, pour avoir un statut juridique et civil, tant pour les protestants que pour les juifs. On l'oublie très souvent, mais il faut le porter au crédit de Louis XVI. Et puis, vous avez l'histoire des pasteurs du désert, qui était la référence de Stevenson. En effet, Napoléon Pérat, qui était un pasteur historien, a écrit justement sur ces événements. Bien, il me faut maintenant passer à la dernière partie. Le temps passe, d'ailleurs, bon, vous me donnerez bien encore quelques minutes. Hein. Et donc, après Pont de Montvert, Bédouès, vous voyez qu'on va arriver à Florac. Hein. Et à Florac, cette cité est appelée le carrefour de la pierre et de l'eau. Bah oui, il y a le schiste des Cévennes au sud, le granit du Mont-Lozère au nord, le calcaire du Causse à l'est, le Causse-Méjean. Et surtout, il y a 4 cours d'eau, le Tarnon, la Mimante, la source du Péché qui est locale, et le Tarn. Donc, vous voyez ici Florac en haut, qui s'est développé autour d'un petit prieuré de la Chaise-Dieu, Saint-Martin, qui est attesté au XIIe siècle, et puis d'un château, où il y avait d'ailleurs une des 8 baronnies du Gévaudan. Les 8 baronnies au XIIe siècle étaient vraiment les barons qui tenaient le Gévaudan.
Donc, vous voyez ici la forteresse de Florac, qui avait été détruite pendant les guerres de religion, qui est reconstruite et qui est le siège de l'administration du parc national des Cévennes. C'est une ville qui avait été vraiment protestante. Et on y cultivait le mûrier. Donc, il y a un lien entre cette culture, finalement, cette production de soie, et le protestantisme, indéniablement. Et d'ailleurs, c'est en 1560 qu'on avait eu la première église réformée dressée. À Anduze et à Florac, on avait ce qu'on appelait des églises dressées, c'est-à-dire organisées. Il y en a ailleurs en France à cette époque. Et ensuite, eh bien, on va aller sur Harpaon. On a la 9e journée de Stevenson. Donc, il a passé la nuit sous le châtaignier, et à son réveil, il voit arriver un paysan suspicieux. Après m'avoir examiné de la tête aux pieds, comme le silence était devenu comiquement embarrassant, l'homme, d'une voix qui me parut plutôt revêche, demanda « Vous avez dormi ici ?»« Oui, dis-je, comme vous voyez. »« Pourquoi ?» interrogea-t-il. « Mais ma foi, répondis-je sans gêne, j'étais fatigué. » Et Stevenson, avait déjeuné à Florac et trouvait d'ailleurs des habitants tous protestants. À Florac, l'une des deux capitales, dit-il, l'autre étant à l'est du pays des Camisards, et il dit une ville où catholiques et protestants vivent en bonne intelligence. En effet, il y a eu cet édit de Louis XVI de 1787, il y a eu la Révolution, et Florac est mi-parti protestant, mi-parti catholique. La divergence de religion s'y double d'ordinaire d'une divergence politique. J'appris que la population entière vivait en relation très pacifique. Et il va à Saint-Julien d'Harpaon, et voyez ici ces ruines du château qui est presque irréel, qui couronne là, un éperon rocheux de forme circulaire. C'est du schiste, encore une fois, des schistes. Et cette forteresse qui remonte au XIIIe siècle, qui avait appartenu d'ailleurs à l'évêque de Mende au XIIIe siècle. Elle était très importante. Sous Louis XIII, elle avait été démantelée, justement. Et Stevenson a quitté Florac, où il avait rencontré ses protestants avec plaisir. Il dit « J'avais l'impression d'être comme en famille ». Et il avait donc pris la vallée de la Mi-Monde pour aller vers Harpaon. D'âpres montagnes de roches rougeâtres dominaient le cours d'eau, d'immenses chênes et des châtaigniers croissaient sur les versants ou sur les terrasses pierreuses. Et il s'installe sous un chêne au bord de la rivière. Personne ne connaît les étoiles qui n'a dormi, selon l'heureuse expression française, à la belle étoile. Les étoiles sont la plus grande source de poésie, à juste titre d'ailleurs, car elles sont elles-mêmes les plus classiques des poètes. Et il poursuit ensuite vers Cassagnas. Tout près de là, c'est la 11e journée, dans les cavernes de la montagne se trouvait un des 5 arsenaux des Camisards. Ils emmagasinaient là des vêtements, des vivres et des armes en cas de besoin. Vous voyez, vraiment, il y a des repères des Camisards partout. Malades et blessés y étaient montés pour guérir. Ils étaient visités par 2 chirurgiens, ravitaillés en secret par les femmes du voisinage. Et à l'auberge de Cassagnas, ils discutent avec les protestants locaux, 2 catholiques de passage, et il dit que toute la discussion était empreinte de tolérance. Bon, l'auberger, le commerçant qui était là dit « Mais dormir en rase campagne, c'est pas prudent, donc il y a des loups. » Et Stevenson dit « La vie en soi est au moins aussi dangereuse qu'un loup. Il pourrait se produire, dis-je, une rupture de votre organisme tous les jours de la semaine, même si vous étiez enfermé dans votre chambre à triple tour de clé. » Puis quitte Cassagnas et va aller vers Saint-Germain-de-Calbert, où nous allons nous trouver. Voici Cassagnas, donc le chemin, là. Et voilà Saint-Germain-de-Calbert, magnifique château. Il y a une église catholique, il y a un temple protestant, c'est vraiment des villes anciennement protestantes, mais il y a aussi une filature. Alors ce château, vous voyez, qu'on appelle le château Saint-Pierre, est sur un piton rocheux qui domine le Gardon. Il y a beaucoup de gardons. Le Gard a beaucoup de gardons. Les gardons, finalement, c'est ce qui constitue le Gard, qu'on appelle localement le Gardon. Vous savez, le pont du Gard, c'est le dernier tronçon où se sont jetés tous les gardons. Donc, on a un gardon ici, Saint-Germain, il y a un gardon de Saint-Jean-du-Gard, le gardon de Saint-Jean, le gardon de Sainte-Croix, quantité de gardons. Et vous avez donc là le château qui était mentionné dès le XIe siècle, qui appartenait au seigneur d'Anduze,
et qui avait subi, là encore, les assauts des routiers, des mercenaires pendant la guerre de 100 ans, et il avait servi de refuge aux Camisards. Et là, donc, il a été, vous voyez, restauré. Et on a aussi un ensemble de terrasses où on cultivait le mûrier. Ça s'appelle les calquières. En effet, il a fallu vraiment façonner la pente. Et donc, vous voyez ici, justement, ces terrasses, c'est ce qu'on appelle des bancelles, vous voyez, par exemple. C'est le terme. Stevenson a décrit Saint-Germain-de-Calberte comme un hameau paisible et discret. Mon arrivée était le premier événement survenu depuis le temps des Camisards, dit-il avec humour. C'est là d'ailleurs où l'abbé du Chéla formait des missionnaires pour lutter contre les protestants. C'est là aussi qu'après sa mort, on apporta pour l'inhumer le corps percé de 52 blessures. Il se sent bien dans ce village, il dit, qui s'y attarde pour le déjeuner. Mais le phylloxéra dévastait le pays, donc il en parle aussi à ce moment-là, puis il reprend sa route avec Modestine. Et justement, il a vu aussi le château Saint-Pierre, donc il décrit, et il dîne au clair de lune avec Modestine, qui reçoit le pain de mes mains. La pauvre bête mangeait mieux ainsi, car elle avait pour moi une sorte d'affection. Et il allait bientôt la trahir, puisque finalement il allait l'abandonner à dernière étape suivante, Saint-Jean-du-Gard. Donc vous voyez ici cette vallée. Le château de Cambières, donc, qui est une résidence privée aujourd'hui, et dont la construction remonte au XIVe siècle. Il y a toutes sortes de légendes. Précisons que le château, finalement, et dans ces terres, on avait des maquisards. Donc, Camisards, puis maquisards, eh bien, ça a été tous les résistants. C'est une terre de résistants. Pourquoi? Mais parce que justement, elle est peu peuplée, parce qu'elle est accidentée, parce qu'on peut s'y cacher. Et vous aviez ici le siège du QG du maquis Bir Hakeim, et qui avait été incendié par les Allemands le 8 avril 1944. Donc ça a été restauré, racheté. Et les terres sévenoles avaient offert un refuge pour les Juifs pendant ces années terribles de l'occupation allemande. Finalement, comme les protestants qui avaient été persécutés, beaucoup ont accueilli des enfants, des familles juives. Et voici ici sur le Gardon Sainte-Croix la cascade du Martinet. Oh, quel est ce terrible insecte là à gauche? Oh, quelle allure! Quelqu'un a une idée? Oh, il y a une larve à droite. Et la feuille, mais c'est du mûrier. Mais oui, vous avez reconnu le bombix. Il a une drôle de tête vue de près, mais il est beau quand même. Le bombix, donc, et dont la larve produit les cocons. Donc, la soie qui a fait la fortune de la région. Eh bien, on passe dans le Gard, d'ailleurs, à ce niveau-là, avant Saint-Jean-du-Gard, donc entre Saint-Étienne qu'on appelle Vallée française, et Saint-Jean-du-Gard. Saint-Étienne, Vallée française, précisons une chose, vous voyez, donc ici, c'est pour on pourrait dire Vallée française, c'est pour différencier naturellement de l'autre Saint-Étienne, beaucoup plus important. Et Saint-Jean-du-Gard, l'ultime étape. Et parce qu'il faut bien que je m'arrête, donc juste quand même 2 mots sur la soie qui est si importante pour la région. Vous savez comment ça se passe? On éduque le ver à soie, c'est le terme, on ne l'élève pas, on l'éduque. Bon, ça commence au printemps, les œufs du bombix pondus l'année précédente, les graines, sont mis à incuber. Et alors, on mettait ça dans un petit sac qu'on appelait le nouet, et les femmes, pour le chauffer, le portaient sous le corchage ou le jupon, à température du corps. Donc, c'est des œufs couvés par les femmes du coin. Et on a des vers de 3 mm que vous voyez ici, qui s'allongent jusqu'à 11 cm, multiplient leur poids par 10 000, et donc il y a 4 mues, et on récupère un cocon fait d'un seul fil de soie d'une longueur de 800 mètres à 1 km qu'on va dévider, et c'est les filatures naturellement. À Saint-Jean-du-Gard, on a même fait des filatures industrielles. C'était Saint-Jean de Gardonanque, comme on l'appelait,
encore une fois une abbaye dépendant de Saint-Gilles-du-Gard, qui en était à l'origine, un pont sur le Gardon de Saint-Jean, que vous voyez ici, un pont d'ailleurs qui avait été refait plusieurs fois au XVIIIe siècle. Le dernier a été emporté par une crue, il y a beaucoup de crues dans la région. L'importance, on va dire, des cours d'eau et les ravinements des montagnes expliquent ces crues assez brutales. C'était important parce qu'on était sur une voie de communication. Et alors, on a donc, dans cette petite capitale du pays camisard, comme on l'appelait, très réceptive à l'évangélisation de la Réforme, c'est des Vaudois passés au protestantisme. Les Vaudois, c'est un très vieux mouvement, fondation de Pierre Valdès, un marchand de Lyon. C'était un courant, on va dire, qui remettait en cause certains aspects du catholicisme, et entre autres sur l'Eucharistie. Et donc, on avait des frères Pierre, Jean et François Barbier, des Vaudois passés au protestantisme, venus du Piémont en 1551, qui avaient commencé à évangéliser. Et donc, du coup, c'est une des villes protestantes importantes. Et au XXe siècle, c'est la culture, l'éducation du verre à soie, le développement, les filatures qui avaient fait la richesse de la ville. Et vous voyez, l'ancienne filature Maison Rouge, c'est le musée des vallées cévenoles. Vous voyez aujourd'hui, donc à l'intérieur, on a différents aspects d'ailleurs dans ce musée qui sont passionnants. C'est vraiment à voir parce que vous avez les, comment dirais-je, les arts et traditions populaires, pour reprendre le terme. Donc, on l'a inauguré en 2017, il y a 10 000 objets. C'est un collectionneur, Daniel Travier, qui tombe d'ailleurs sur l'histoire, la société, le protestantisme, l'agriculture, les outils domestiques, la vie quotidienne. C'est excellent pour finir un voyage. Et puis, il faut se séparer de Modestine. Et donc là, évidemment, c'est difficile. Vendre son ami, prendre la diligence à Alès, je la vendis, le bail, tout l'attirail, pour 35 francs. Séparation douloureuse. Ce ne fut qu'après m'être bien installé auprès du conducteur et roulant à travers un vallon rocailleux, en effet, il a pris la diligence pour aller à Alès et repartir, que j'eus conscience qu'il me manquait quelque chose. J'avais perdu Modestine. Pendant 12 jours, nous avions été d'inséparables compagnons. Nous avions parcouru sur les hauteurs des kilomètres, traversé des chaînes de montagnes considérables, fait notre petit bonhomme de chemin avec nos 6 jambes, parclu d'une route rocailleuse et d'une piste marécageuse. Modestine, la pauvre âme, en était venue à me considérer comme une providence. Elle aimait manger dans ma main. Elle était patiente, élégante de forme et couleur. Et il pleure dans la diligence. Voilà, donc, et alors on peut pousser jusqu'à Alès, bien sûr, mais c'est à Saint-Jean-du-Gard, donc, que le périple de Stevenson s'est arrêté. Et ce chemin permet de parcourir des paysages. On peut aborder 10 000 aspects, par exemple, ces grands troupeaux, la production aussi des fromages, vous avez vu le Pélardon, et les troupeaux suivaient des voies de transhumance, les drailles, par exemple, et ces drailles sont souvent les chemins qu'a emprunté Stevenson. On peut pousser jusqu'à Alès, et donc Alès, qui est une sous-préfecture, qui était un ancien évêché. Vous voyez ici la ville, la cathédrale néoclassique et le temple qui a fait l'objet, vous voyez, en 2017 d'un éclairage, donc symboliquement d'ailleurs, c'est bien de voir les deux dans une réconciliation après ces terribles épisodes de guerre religieuse fratricide. Voilà, donc on arrive au terme. Vous pouvez consulter mon site, soulard.paris. Donc j'essaierai de mettre des éléments. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps. Et surtout aussi m'écrire culture@thierrysoulard.com. Voilà, et donc j'en arrive à la fin. Vous voyez ici que en même temps, vous avez un ouvrage que j'ai écrit sur le chemin de Stevenson, publié chez Larousse. Mais bon, je ne vais pas vous en parler. D'abord, j'en suis complètement incapable. Ça heurterait ma modestie naturelle. Je vais donc passer la parole à Béatrice, qui va vous parler aussi d'un petit événement que nous avons prévu. Béatrice? Oui, salut Thierry, ça va? Vous m'entendez bien? Merci. Un grand merci donc à Thierry pour cette belle conférence.
pour le récit passionnant de cette odyssée de Stevenson dans les Cévennes. Ça donne vraiment envie d'y aller, avec ou sans un âne d'ailleurs. Et donc Thierry, nous aurons le plaisir de te retrouver vendredi prochain, 1er juillet, à l'agence Intermed à Paris, 6e, pour une rencontre dédicace. Donc on pourra te rencontrer, venez nombreux, il y aura ton livre. On ne l'a pas encore reçu de l'éditeur, mais ça serait tardé, donc je ne peux pas vous dire encore sur un tarif préférentiel, mais sûrement. Puis tu seras là, surtout, pour discuter, pour rencontrer tous les voyageurs, tous ceux qui t'apprécient. Et toute l'équipe du service client Intermed sera là aussi pour accueillir tout le monde, pour vous accueillir, répondre à vos questions, présenter les nouveaux voyages autour d'une pause gourmande. On a prévu aussi quelques gourmandises pour vous. Voilà. C'est une bonne raison. Hein. Moi, je viens d'abord pour vous rencontrer parce que, bon, la vidéoconférence, c'est bien, mais se voir, c'est encore mieux. Et puis, quand même, s'il y a un pot, on ne va pas louper ça. Hein. Bah, tiens, tu vois, il y a un pot, oui, je confirme. Oui. Donc, ce sera un moment convivial, hein, et l'occasion de se retrouver tous avant les vacances. Et pour mieux vous accueillir, on vous demande de vous inscrire, soit en envoyant un mail, c'est marqué sur la petite diapo, à info@intermed.com, ou si vous avez reçu la newsletter hier, normalement il y a un lien où vous pouvez vous inscrire. Voilà. Donc soit un mail, soit le lien via la newsletter, et puis on aura plaisir à vous accueillir. Thierry aura plaisir à vous accueillir vendredi prochain à partir de 16h. Ah, je vois 16h30, oui, pardon, 16h30. 16h30, oui, ouais, c'est ça. Ouais. De 16h30 à 18h. Voilà, et puis, si vous voulez trouver cet ouvrage, vous l'avez à la FNAC, à pas mal d'endroits, je pense qu'on en aura normalement, mais voilà. Oui, on en a commandé. On ne l'a pas encore reçu, mais ça ne devrait pas tarder. Sinon, oui, on le trouve à la FNAC aussi, partout. J'espère bien vous retrouver, enfin ceux qui sont à Paris. C'est vrai que le 1er juillet, c'était un peu tard, mais bon, on l'a organisé ainsi. Et de toute façon, on n'a pas des lieux immenses, donc inscrivez-vous rapidement, parce que vous savez, comme vous connaissez les locaux d'Intermed rue de Mézières, qui sont très accueillants, mais qui ne sont pas immenses, donc c'est pour ça. Enfin bon, je ne pense pas qu'on se retrouve à 100 quand même, donc ça devrait aller. Mais enfin bon, comme ça, en s'inscrivant, ça permet de mieux gérer, on va dire. Voilà, donc oui, j'aurai grand plaisir à vous retrouver. Alors, je crois qu'il faut partir. On peut parler aussi des voyages. Oui, il y a tes prochains départs, ceux qui ne sont pas complets, en fait, qu'on a mis. Il y en a encore de pas complets. Oh là là, dépêchez-vous. C'est vrai que. Donc, il y a le Roussillon, l'Auvergne qui sont garantis. Languedoc n'est pas encore garanti, mais commence à se remplir. Donc voilà, les autres. Ah oui, c'est 3 beaux programmes en musique. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la conférence, vous savez, sur les festivals de l'été, n'hésitez pas, elle est disponible. Hein, cette conférence gratuite, vous les regardez quand vous voulez. Et en même temps, il y a l'audition de morceaux de musique, justement, ou d'artistes qu'on entendra pour ces 3 festivals, Prades, Roussillon roman, La Chaise-Dieu, l'Auvergne-Romane, Piano Jacobin, le Languedoc roman. Très beau programme aussi de piano. Hein. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi un petit post sur les jeunes talents. Il y a 2 pianistes en particulier, 2 femmes remarquables, dont une française. Enfin, bon, vous trouverez ça sur le Facebook d'Intermed. Alors, bien sûr, il y a Laurent qui, je pense que... Oui, alors demain, c'est le dernier épisode du cycle de Laurent Abri sur Caravage et le caravagisme. Il y a aussi une conférence sur Vermeer à l'occasion de la grande exposition événement 2023. C'est le lundi 4 juillet avec Claire Gréby et toujours nos promenades culturelles. Alors, une promenade culturelle en province à Nîmes avec Claire Joncheret le mercredi 6 juillet pour visiter l'exposition Étrusque au musée de la Romanité à Nîmes, une très belle exposition. Et à Paris avec Blandine Gauthier le 1er septembre, donc après les vacances. On annonce déjà parce qu'on avait déjà une visite de cette exposition au Machu Picchu en juin, mais déjà complète. Enfin, tout ce qu'on a mis jusqu'à présent est complet. Donc, on a ouvert une nouvelle date pour ceux qui n'ont pas pu y participer. Le 1er septembre, donc visite avec Blandine de l'exposition Machu Picchu à la Cité de l'Architecture. Voilà.
Ah, parfait. Eh bien, oui, il y a une question d'ailleurs vous pourriez me poser aussi. Est-ce qu'on fera un voyage là-bas? Ben, peut-être, mais par contre, il faut quand même que je vous réponde tout de suite. Oui, tiens, j'ai vu une question, Stevenson parlait-il le français? Oui, beh, bien sûr, sinon ça aurait été rigoureusement impossible. Au point de franciser son nom, il lisait les romans en français, hein, de George Sand, bien sûr, tout à fait. Hem, oui, bon, la randonnée, c'est pas moi qui la ferai, ça c'est sûr. Sentier des Arts, non, j'aimerais bien, mais ceux qui me connaissent savent que non. Mais bon, peut-être d'abord, il y a un voyage dans les Cévennes, hein, justement, des Oui, oui, il y Camisards a à un voyage dans les Stevenson. Cévennes, mais autour d'Alès, en fait. Et Alors moi, puis on j'essaierai peut-être de monter quelque chose, ouais, hein, j'y ai ça serait bien. pensé, monter quelque chose, mais où on utiliserait quand même le car, hein, pour aller d'un lieu à l'autre, marcher un peu peut-être, mais pas, mais en tous les cas, j'y réfléchis. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire des messages personnellement, parce qu'on peut monter un circuit exceptionnel, hein. Dans ce cas-là, je m'en chargerai. Donc ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas, dites-le moi et bon, on étudiera ensuite à intermède. Comme ça permet de voir si voilà, si ça intéresserait de faire un circuit qui serait, à peu près comme ça, du Puy à Alès et en s'arrêtant aux endroits essentiels donc que nous avons vus ensemble. Sur quelques petites promenades, bien sûr, pour voir un peu les paysages, mais la randonnée avec les ânes, c'est un autre exercice. Et je crois que je ne m'y livrerai point, en le regrettant d'ailleurs, mais bon. Donc voilà, faites-moi des petits messages, dites-moi, n'hésitez pas. Donc si vous êtes intéressé, Heu, donc voilà. Je vois qu'il y en a qui me laissent, leurs coordonnées, mais écrivez-moi plutôt parce que vous savez, c'est un peu compliqué, il faudrait que je récupère, donc juste, un mot, vous me dites: «Ah bah oui, ça m'intéresse» et puis bon, c'est l'occasion de garder le contact. Allez, on va se séparer. Bon, on va pas mettre de musique cette fois parce que, d'abord, je savais pas trop, Stevenson n'a rien composé, mais je vous propose pour nous quitter un petit film qui est pas mal du tout parce que c'est en vue aérienne, le trajet de Stevenson. Donc, vous voyez le chemin de Stevenson, on va le parcourir en vue aérienne depuis le puits jusque donc, à Alès. Voilà, donc il me reste à vous dire au revoir, à vous remercier d'avoir été si nombreux aujourd'hui et puis, en espérant qu'on se retrouve, le 1er juillet, c'est ma fête en plus, hein, c'est la Saint-Thierry et oui et sinon, pourquoi pas sur un des circuits de l'été, concert, à la Chaise-Dieu ou au piano jacobin et puis sinon sur les conférences prochaines, c'est-à-dire probablement à l'automne. Voilà, je vous montre, on termine avec ce petit, Merci à tous. survol. Au revoir, merci.
Au revoir, à bientôt, j'espère.